classique sur Europe 1. Bon début de journée, les vendredis thématiques d'Europe 1 avec aujourd'hui le tourisme et votre invité Dimitri Pavlenko. Oui, Jean-Pierre Nadir dans un instant parce que les grandes vacances approchent. Et vous, est-ce que vous partez en France ou à l'étranger, plutôt mer ou montagne, en famille ou entre amis? Quel budget? Europe 1 fait le point toute la journée sur les grandes tendances du tourisme. Depuis quelques années, une préoccupation monte partout dans le pays, sur les remparts de Carcassonne, comme dans les ruelles du Mont-Saint-Michel. Est-ce qu'il y a trop de touristes aujourd'hui en France? Bonjour Jean-Pierre Nadir. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Jean-Pierre, votre vie dans les affaires, ça tient un peu du roman. Je le dis pour l'anecdote, c'est marrant. Sympa. À 18 ans, dans les années 80, vous créez en Bretagne, vous êtes de Châteaulin, un service de livraison de crêpes à domicile. Ouais. Non mais 20 ans avant Uber. Vous avez été éditeur de presse de voyage. En 2000, vous confondez easyvoyage.com. C'est aujourd'hui l'un des plus gros portails, les comparateurs européens dédiés au voyage. Et plus récemment, vous avez créé Fairmove, qui est axé sur le tourisme responsable. Alors c'est vraiment la thématique qu'on va aborder. D'abord, est-ce que Jean-Pierre, vous validez l'idée que la France est victime de surtourisme? Écoutez, je dirais que la France, comme beaucoup effectivement de pays qui ont la chance d'avoir une forte attractivité, est victime de surfréquentation à certains moments de l'année. Voilà. C'est-à-dire que globalement, donc tous les grands pays touristiques ont un problème, c'est que tout le monde vient au même moment, donc à la même époque, à la même heure, quasiment sur le même site. Oui. Bon, et donc on a bien compris que le problème, c'était de gérer les flux. Alors, pas forcément. Ça peut être aussi de réduire le nombre de touristes. Parce Oui, mais quand on réduit, c'est aussi pour gérer. Parce qu'en fait, il faut réduire à certains moments et donner plus de place à d'autres. Ouais. Et donc, toute la problématique posée, c'est comment on rend attractifs des créneaux qui semblaient moins attractifs, puisque, prenez un concret. Vous prenez un site touristique entre 12h et 14h. Oui. Vous allez voir que tous les gens sont arrêtés dans les restaurants pour déjeuner et que les sites sont vides. Bon, vous allez le matin. Moi, par exemple, j'ai visité les pyramides plusieurs fois dans ma vie, évidemment, parce que je suis un homme maintenant qui a un peu d'expérience. Et quand vous allez à 4h30 du matin au lever du soleil sur les pyramides, vous êtes tout seul. Oui. Et donc, voir un site dans des conditions effectivement comme celle-là, c'est exceptionnel. En fait, c'est un moment d'émotion incroyable. Et donc, en fait, les heures creuses, quoi, en fait. ouvrons les heures creuses, valorisons les heures creuses, parce que là, je viens de valoriser les heures creuses en disant 4h30 du matin, vous allez me dire, jamais je ferai ça. Mais si je vous dis, c'est pour voir un lever du soleil exceptionnel, mais vous allez le faire, et vous allez en parler toute votre vie. Alors, il y a deux exemples que vous citez souvent comme vraiment le chemin à ne pas suivre et qui amène naturellement au surtourisme, à l'overdose touristique même. Il y a Dubrovnik en Croatie et il y a Amsterdam. L'exemple d'Amsterdam est assez frappant. Après 2008, ils font des choix pour relancer la machine touristique et ça a été une catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, mais ce qui s'est passé, c'est que d'abord, ils ont voulu survaloriser effectivement le tourisme, un tourisme low cost, un peu de jeunes pas chers qui viennent faire la fête, l'herbe et les gars, etc. Bon, voilà. Et donc vous ajoutez une petite notion que je ne vais pas ajouter, mais qui évidemment c'est un au argument cœur évidemment touristique, évidemment. Et puis ils ont fait des spots, c'est le fameux spot à selfie où effectivement les gens se sont précipités pour développer le fait qu'on rentrait dans un tourisme de témoignage. Et donc l'overdose dont vous parlez effectivement est souvent le fait d'expliquer que le tourisme de collection, le fait de dire j'y étais, le fait de vouloir témoigner. Le Pont des Arts à Paris, on mettait son petit cadenas et on a dû enlever tous les cadenas, par exemple. Oui, mais regardez, le drame, c'est vraiment les selfies. Parce que ça illustre l'époque dans laquelle on vit. Les gens voient les sites de dos, et même plus effectivement de face, et veulent dissimuler le site avec leur visage. Et donc, uniquement pour une seule chose, montrer à leurs amis qu'ils y étaient. Et donc, ce tourisme de collection n'est pas un tourisme de sensation, n'est plus un tourisme d'émotion. Et auquel cas, effectivement, l'idée qu'il faudrait gérer les flux et qu'on pourrait effectivement en faire moins pour en vivre plus. Mais vous allez faire quoi? Vous allez dire aux gens, vous éteignez vos téléphones avant d'aller à la Tour Eiffel? Non, moi je suis, c'est exactement les voies précédentes avec Picard sur l'avion. Je pense qu'en fait, effectivement, dès qu'on est punitif, ça fonctionne pas. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est inciter, expliquer, évangéliser. Je pense que les gens sont intelligents et quand on leur explique que l'expérience est bien meilleure si on la vit de telle ou telle manière, alors effectivement, ils vont le faire. Et donc, ce que j'explique moi, c'est que vous avez les horaires quand vous êtes contraint par une période de l'année, mais vous avez les périodes. Si vous partez début juillet, ou vous partez fin août, parce qu'on me dit, mais avec les enfants, on n'a pas le choix. Très bien, donc début juillet ou fin août, c'est l'accueil, le service, le niveau effectivement d'expérience est bien meilleur que du 15 juillet au 25 août. Si vous voulez aller à l'île de Bréa... on le voit, les deux, il y a deux périodes de croissance forte quand même pour le tourisme dans l'année, c'est juin et septembre.
aujourd'hui, exactement. Voire mai et octobre. L'arrière-saison et effectivement donc ce qui précède. En plus, l'école maintenant s'arrête relativement tôt, donc plutôt vers mi-juin. Les grands-parents en général donc sont contents de prendre les petits-enfants et on peut vivre des expériences comme l'île de Bréa dans des conditions qui n'ont strictement rien à voir. Voilà, parce que l'idée effectivement de mettre des jauges, c'est quand même effectivement donc le fait de dire que on a plutôt bien réussi. En fait, le tourisme de masse, il faut bien partir de ce principe, c'est un tourisme démocratique, c'est un tourisme populaire qui a réussi au départ. Et donc maintenant, il s'agit de l'organiser. Oui, il s'agit, oui, bien sûr. Alors, vous plaidez, Jean-Pierre Nadir, avec Fairmove, votre société, le tourisme responsable. Bah alors, il y a quoi derrière l'étiquette vertueuse? Parce que vous avez bien raison, parce qu'en fait, le tourisme responsable, on peut tout y mettre. Et d'ailleurs, donc, les activistes auxquels faisait référence donc Franck Picard tout à l'heure, donc balaient d'un revers de main donc toutes ces notions, en disant que de toute façon, le tourisme, par définition, donc c'est une contribution donc à la pollution, et que si on reste chez soi, effectivement, donc la sobriété totale, c'est la meilleure des solutions. Or, en fait, le tourisme, il faut en rappeler les vertus, et notamment les vertus économiques. Aujourd'hui, on parle de la France, mais vous avez bon nombre de pays, en plus de la France, qui évidemment vivent du tourisme. Attendez, donc, je vais donner 2 chiffres, parce que quand je les ai découverts, je t'avoue, j'ai été surpris. Les Maldives, 53% de la richesse nationale créée, c'est le tourisme. C'est 20% des emplois de la planète, le tourisme. C'est ça. Et aux Maldives, on peut y aller qu'en avion. En tous les cas, donc, quand on part effectivement donc, de chez nous. Et donc là, il y a un vrai sujet, qui est en fait que le tourisme, il faut absolument qu'on décarbone d'un côté et qu'on monte l'impact social de l'autre. Et quand on dit on arrête l'avion, eh bien, il faut expliquer comment on trouve des solutions pour ces gens. Mais que vont faire tous ces gens dans tous ces pays Fairmove, vous proposez l'île Maurice, par exemple. L'île Maurice, c'est pas la porte à côté. Non. Il faut prendre l'avion. Comment vous faites du tourisme responsable avec Maurice? Premier élément, donc sur le transport aérien, donc les vols directs. Monsieur Picard a commencé à l'évoquer tout à l'heure. Donc les vols directs, c'est 15% d'empreinte carbone en moins. Or aujourd'hui, toute l'industrie du tourisme est bâtie sur les vols indirects, qui sont moins chers. On passe par les hubs, etc. Exactement. Et donc c'est beaucoup moins cher. Et on est la seule industrie où plus tu voyages en heures de vol, moins tu payes. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est vrai que c'est bizarre. Donc on remet au cœur du système les vols directs. Et quand on parle par exemple de taxes, on pourrait dire on va taxer les vols indirects pour favoriser les vols directs. 15% d'empreinte carbone en moins, quand c'est pas plus, lorsque effectivement donc il y a un écart donc de vol plus conséquent. Premier élément. Deuxième élément, donc on va favoriser donc des avions de dernière génération qui consomment 20% de moins. 20% de moins. Là déjà je suis à 35%. 35%, je rappelle, c'est les recommandations du GIEC, moins 35, 2030. Troisième élément, parce que j'en ai pas fini, vous allez effectivement donc ajouter à ça donc les compagnies éco-responsables qui vont adopter un certain nombre de principes, notamment le poids à l'intérieur des avions. Vous savez que les compagnies aériennes, elles fuelaient aller-retour, donc les cuves, et remplissaient la cuve complètement. Et donc vous transportez à l'aller tout le poids du retour. Ça a des conséquences sur le CO2 qui sont dramatiques. Vous changez les sièges d'avion qui font 10 kilos, vous les passez à 6. La compagnie aérienne, elle a fait son boulot. La compagnie aérienne, elle est en train de faire son boulot. Et attendez, et ça, il faut que ce soit les clients qui choisissent. Parce que tout ce que je viens de dire, c'est pour expliquer aux gens que c'est leur choix qui fait la différence à l'arrivée. Et plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qu'il faut faire, effectivement, donc, c'est orienter, flécher, expliquer les choix. Et le tourisme responsable commence par des touristes conscientisés. C'est le premier élément. Et sur place, alors là, sur place, le programme est beaucoup plus fort encore, parce que l'intérêt, effectivement, donc, c'est de valoriser des hôteliers qui ont un impact local extrêmement fort, qui vont s'engager dans une vraie politique de tourisme responsable, qui consiste à quoi? 1, développer donc des énergies propres. 2, retraiter donc les eaux usées. Donc vous allez sur place, Jean-Pierre, bien sûr. Vous avez aujourd'hui des organismes, il y a 140 critères qui définissent le tourisme responsable au travers de l'écologie, de l'éthique, qui est très important. Est-ce qu'on forme les gens sur place? Est-ce que les horaires sont adaptés? Est-ce que les salaires sont meilleurs que le salaire moyen? Il va coûter combien votre voyage? Et troisièmement, dernière chose, la biodiversité, le respect de la biodiversité et les écosystèmes locaux. Reproduire localement 80% de produits locaux. Prenons l'île Maurice. Il n'y a pas de bœuf à l'île Maurice. Je le dis à ceux qui ne le savent pas. Eh bien, il faut supprimer la viande rouge de tous les buffets, de tous les hôtels de l'île Maurice. La moitié des hôtels l'ont déjà fait. Il n'y a pas d'orange à l'île Maurice. Eh bien, il n'y aura pas de jus d'orange sur les buffets à l'île Maurice. Mais par contre, on aura du jus de goyave, du jus de mangue, et voilà, des jus locaux, du jus de kiwi. Alors, j'ai vu aussi que, par exemple, pour garder l'exemple de Maurice, vous vendez plus les séjours 5 nuits. Bravo, vous avez bien fait votre travail. Non, mais ça, c'est très concret. C'est-à-dire que si vous allez à Maurice, vous y allez au moins 10 jours parce que c'est loin, etc. Je suis le seul site qui fait ça. Mais c'est un peu anti-commercial, fondamentalement. Et donc, du coup, quand les gens se disent, mais ce Nadir, parce que parfois c'est ce qui m'est reproché, il a un discours d'opportunisme. Mais pas du tout. Pour l'instant, 77% des gens se disent intéressés par le tourisme responsable. Moins de 1%. Jusqu'à ce qu'on leur présente la facture. Exactement. Moins de 1%, effectivement, seulement, effectivement, donc,
consomme. Moi, ce que j'explique, c'est que l'hôtel que je viens de définir, là, il existe. Vous avez le groupe Attitude, vous avez le groupe Luxe, qui effectivement donc font tout ce que je viens de dire. Eh bien, le groupe Attitude, c'est des hôtels 4 étoiles qui sont à des prix d'entrée extrêmement attractifs. Donc, vous n'avez pas forcément des prix beaucoup plus élevés. Pourquoi ? Parce que vous allez gagner sur un certain nombre de postes. Lorsque effectivement donc vous utilisez donc de l'énergie que vous produisez vous-même, eh bien vous amortissez effectivement sur la durée donc les coûts. Oui. Lorsque effectivement donc vous retraitez les eaux, c'est autant d'eau que vous n'avez pas acheté. Et lorsque vous reproduisez localement, c'est moins cher que les produits qui ont fait 3000 km en cargo pour arriver chez vous. Jean-Pierre Nadir, pour revenir en France, parmi dans les tuyaux là, les mesures qui sont proposées par le gouvernement pour remédier à ce surtourisme. Alors vous l'avez bien dit, hein, ça concerne quelques sites, quelques moments de l'année. Il y a cette idée de développer des French Tours, c'est-à-dire en fait des destinations, des circuits moins balisés, moins fréquentés, disperser le tourisme quelque part, saupoudrer davantage le territoire. Et vous croyez à ce genre de solution que ça va marcher ? Écoutez, ça marchera pour ceux qui viendront pour la deuxième fois, la troisième fois. Il est évident que ce qu'on appelle les primo-voyageurs qui font la croissance du tourisme. Vous voulez voir Versailles, la Tour Eiffel, le Mont-Saint-Michel. Vous avez évoqué ce matin donc, le retour des Chinois. Donc là, on est à peu près à 1 million de Chinois. Je rappelle qu'on était monté à 2,5 millions de visiteurs chinois et on retrouvera des chiffres à peu près équivalents. Dès qu'on aura réglé les problèmes de visa, vous aurez 3 millions de Chinois, donc peut-être en France chaque année. Évidemment, vous l'avez bien dit, Dimitri, ils veulent voir les sites principaux. Donc ce qu'on peut faire, c'est étendre un petit peu donc, la durée de séjour et essayer de réenchanter une partie du territoire pour effectivement les amener à découvrir autre chose. Pour ça, il faut un discours très fort. Et moi, ce que je propose, et ce qui manque dans les mesures là, qui ont été prises, c'est que c'est beaucoup de mesures d'observation. Donc beaucoup de data, pas bien compris effectivement donc où était là-dedans la vision. Bon, et la vision, c'est de se dire, je pense que le tourisme responsable peut être une chance pour la France formidable parce que on a tous les atouts pour ça. On a un mix énergétique qui est très favorable. Rappelons que la France c'est 0,80 grammes donc par kilowatt produit, quand l'Afrique du Sud par exemple c'est 750. Vous voyez un peu la différence. Nous c'est 10 grammes par nuitée hôtelière, donc l'Afrique du Sud donc c'est 10 fois plus. Et donc on pourrait monter tout un programme autour effectivement donc d'une vision de la France, qui est de retrouver de l'authenticité, de retrouver, effectivement, mettre en avant nos vertus et d'être le premier pays de tourisme responsable au monde. Voilà un projet, je livre à Mme Grégoire, qui manque d'idées, elle pourrait s'accaparer de celle-ci. Eh bien, à bon entendeur. Merci Jean-Pierre Nadir d'être venu sur Europe 1, le fondateur, créateur de Fair Move avec 2 eaux. Si vous voulez voir l'île Maurice pour 10 jours. Ou la France, on fait les deux. Merci à vous Jean-Pierre Nadir, bonne journée.